sur le théâtre africain, au Togo, au Cameroun, avec des combats extrêmement acharnés et violents, et qui ont supposé non seulement la mobilisation des soldats, mais une mobilisation de main-d'œuvre considérable, notamment les porteurs qui ont suppléé au manque de véhicules et de moyens de transport modernes. Et donc, c'est toute l'Afrique qui a été mobilisée pour participer à ces combats. Et le film le montre d'ailleurs avec une extrême efficacité. Alors certes, il y a eu un ensemble de révoltes en 1915, en 1916 notamment, quand on accroît la pression sur les populations après la saignée de Verdun pour remplir les effectifs de l'armée. Et il y a, on a évoqué évidemment la campagne de Blaise Diagne. Cette pression a pour objectif de combler les vides qui se sont créés après les grandes batailles, et notamment après Verdun, en attendant l'arrivée des Américains. Et sur ce plan, évidemment, il y a eu une pression extrêmement forte qui a pesé sur des populations déjà affaiblies par des problèmes par ailleurs de disette, que ce soit en Algérie ou en Haute-Volta. Et il y a eu effectivement des soulèvements qui se sont manifestés et qui ont été très durement réprimés, notamment ceux de Batna en 1916 et ceux également en Haute-Volta. Et donc, de ce point de vue, il y a ces doubles sentiments. Au fond, il y a eu à la fois une adhésion à ce qu'on appelait la mère patrie, et il y a eu aussi des formes de résistance qui n'ont pas eu lieu sur le front. Les Africains, les tirailleurs n'ont pas participé aux mutineries directement, mais des résistances qui se sont produites dans les pays. Merci beaucoup. Je voudrais me tourner vers un acteur. Je ne sais pas si il a eu à connaître de près ces époques, mais j'aimerais peut-être l'entendre sur ce point. Un petit témoignage. Non, mais moi, je ne parle pas beaucoup. Seulement, je vais démentir quelque chose que j'ai entendu toute l'heure. Il dit que les pasteurs militaires sont gelés. C'est faux. Il y a retraite combattant. La retraite combattant, c'est égal. Mais les pasteurs militaires africains, jusqu'à présent, ont sous-soufflé sénégalais, avec un même grade, même échelon, il le paie 3 fois. C'est faux. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore fait. Il y a retraite combattant qui est faite. D'accord. En fait, la régularisation n'a pas eu encore lieu. Est-ce que, Fodé Sila, vous souscrivez à cela en termes de la régularisation des pensions n'a pas encore eu lieu, contrairement à ce qu'on a entendu dans le film, c'est ça? Entièrement. D'abord, excusez-moi, mais je suis en train de parler avec François d'un élément important. C'est que jusqu'à présent, on participe à beaucoup d'initiatives et traditionnellement, c'est vrai qu'il y a soit des spécialistes, soit des historiens qui se réunissent entre eux, soit des politiques. Et c'est vrai qu'on disait que ce qui était superbe dans cette journée que vous avez quand même réussi à organiser, c'est qu'on avait là des jeunes d'un collège de Montreuil qui étaient là. On a là aussi bien des chercheurs, des historiens, des hommes politiques. Et voilà. Et je disais à François que c'était rare dans nos parcours qu'on réussisse à trouver une salle aussi belle. Donc je voulais d'abord féliciter la princesse et tous les organisateurs. Ensuite, pour vous dire que pour moi, c'est pour cela que je n'étais pas très attentif à ce qui était dit juste avant, mais pour en revenir à la question de la pension. D'abord, ce que j'aurais voulu dire, c'est sur la question, sur le terme même de tirailleur. Parce qu'à la base, le terme tirailleur n'est pas un terme péjoratif. À la base, c'est même un terme qui désigne une certaine garde impériale, française, russe, allemande, et que par contre, la connotation équivaut simplement dire, effectivement, un combattant qui progresse en ordre dispersé, en tirant dans tous les sens. Bon. Alors, jusque-là, ça va. Et là où le terme de tirailleur commence à prendre une connotation méprisante, caricaturale, raciale, voire raciste, c'est effectivement lorsqu'il s'applique aux tirailleurs africains. Bon. Et on voit bien à travers cette démonstration comment, au gré de l'histoire, tout au long notamment du siècle dernier, comment lorsqu'on traitait les Noirs dans la publicité et dans l'imaginaire, au moment où on avait besoin de les recruter, et dans ces moments-là, ils devenaient
des gaillards, des gens solides, des gens qu'il fallait approcher, qu'il fallait chercher. Et lorsqu'entre les deux guerres, leur image se retransformait en sauvage et caricaturée notamment à travers des Yabon Banania et autres. Et donc, il est évident que ce travail-là, aujourd'hui, que nous menons de mémoire, ce travail autour de ces questions-là, il a effectivement la nécessité d'avoir des réponses concrètes par rapport à ceux qui ont été des victimes, qui sont les tirailleurs, effectivement, dont les pensions sont arrivées quand même bien tardivement, et saluer quand même par rapport à ceux qui ont fait toute ma scolarité, ceux qui ont fait toute leur scolarité en France sans jamais entendre parler de ces questions-là, saluer quand même le geste d'un président comme Chirac, qui a fini effectivement par accorder à la fois en statut une reconnaissance et ses pensions. Mais enfin, je terminerai là-dessus. Cette question, moi, m'interpelle avant tout sur l'actualité, Mathieu. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il s'est passé deux choses, et j'en arrêterai là, on aura l'occasion d'en parler. Un, l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. Voilà. Alors après, on filme comme ça, après ce que vous venez de vivre, excusez-moi, dire que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, je ne sais pas de quelle histoire on parle, mais en tout cas, la mienne, celle de ces tirailleurs-là, c'est aussi l'histoire, et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire après ça. Ah ouais. La deuxième chose, dans la même lignée, et là aussi, c'est tout ce qui a consisté ces derniers temps à nous expliquer, finalement, il y aurait un petit problème ou pas au fait d'être français. Bon, écoutez, honnêtement, si dans les préfectures, lors du débat sur l'identité nationale, on s'était contenté de projeter ce genre de film et qu'on y posait ensuite la question aux gens, c'est quoi être français? Je pense que la question est assez claire. Bon, et que donc si effectivement être français peut-être parfois des contours difficiles à définir, faire appel à des choses historiques, etc., je pense qu'il y a quelque chose qui est très simple. Lorsque des hommes engagent leur intégrité physique, s'engagent, comme tu disais si bien tout à l'heure, autour d'une question qui est « on est prêt à verser notre sang pour un pays », j'estime que la preuve de leur appartenance à la France, ce combat qu'ils ont mené auprès d'autres frères d'armes, où d'ailleurs souvent ils étaient frères dans le sang et dans la récompense, ils ne l'étaient pas. Je pense que là, il y a eu des réponses qui sont apportées à travers cette journée et depuis quelques années que nous menons tous. Et ça me paraît important de rappeler qu'on ne peut pas poser des débats qui divisent la société lorsque des réponses existent. Et notamment les tirailleurs nous en donnent une belle leçon. Merci Fodé. Alors je rappelle que c'est précisément l'objectif majeur de cette commémoration, de cette journée du mouvement du Conseil des Mariannes, que de rétablir l'histoire et d'établir la vérité. Hein. Donc, tu l'as très bien dit, je te remercie. On va y venir au fur et à mesure dans cette journée, puisque comme je vous l'ai indiqué, je souhaitais qu'on puisse essayer de conserver un plan qui commence par la définition, qui aille ensuite vers la part de l'Afrique dans la libération, et puis qui termine avec les pensions, les cristallisations et justement les questions qui nous heurtent par rapport à ça. On a parlé de politique, on a effectivement dans la salle, et parmi les panélistes, un politique, et dans la salle, une politique, puisqu'il s'agit de Marie-Georges Paul Langevin, qui est députée et présente. Merci infiniment de votre présence ici. Et quand François devra partir, et visiblement il bouge depuis tout à l'heure, donc je vous invite, si vous voulez, à venir prendre sa suite. Merci infiniment. Je me sauve là. Et nous avons donc le délégué interministériel à l'égalité des chances, qui, merci infiniment. Des Français d'outre-mer. Des Français d'outre-mer. C'est important. Voilà. Non, mais justement, on est complètement dans la. Voilà. Dans la problématique. Et j'aimerais effectivement, en qualité de citoyen, mais aussi en qualité de politique, avoir ton sentiment sur la question. Je voudrais juste faire suite, à plus tard François, je voudrais juste faire suite à ce que vient de dire mon frère Fodé, mon grand frère Fodé Silla, sur cette notion d'être français. Et on a entendu, et c'est Dogat Dogui qui me le faisait remarquer tout à l'heure, on a entendu à plusieurs reprises dans cet excellent film, cette propagande, enfin un épisode de la propagande, parlait de 100 millions de Français. Avec son empire colonial, la France donc avait donc une population de 100 millions d'individus. Et à d'autres moments, sur les événements
de 14-8 ou de 39-45, on a entendu parler de ces tirailleurs sénégalais aux côtés de leurs frères d'armes européens. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a à ce moment-là une distinction entre les uns et les autres. J'ai beaucoup aimé, moi, la dernière image du film. Cet homme fier, avec toutes ses décorations, marchant dans la rue, et on a vu deux personnes se retourner et le regarder. Et cette image-là résume à la fois les situations présentes et les situations passées. Elle permettrait, comme l'a dit très justement Fodé-Sila, d'expliquer aux uns aux autres ceux qui se posent des questions sur l'homme africain est-il entré dans l'histoire ? Je pense qu'il n'entre pas dans l'histoire que par la guerre, que par le fait qu'il ait défendu la France. Il entre dans l'histoire, il est dans l'histoire parce qu'il l'est, parce qu'il existe, parce qu'il est homme, parce qu'il appartient à cette communauté de l'humanité. Très clairement. 1857, Faidherbe crée ce corps, les tirailleurs sénégalais. Et je me suis toujours demandé, donc, pour continuer à obtenir des conquêtes au cœur de l'Afrique, et je me suis toujours demandé comment ces tirailleurs, qu'ils soient sous-officiers ou simples soldats, comment ont-ils vécu la période de 1885-1886 ? Fin 85, début 86. C'est l'époque où l'Europe, à l'aide d'une carte, se partage l'Afrique. Et ce sont ces mêmes hommes à qui l'on va demander de partir à la conquête de ces territoires et pour mater les quelques empires, grands ou petits, qui résistent encore à la colonisation de la France. On a entendu également dans le documentaire, et nous connaissons tous ces slogans, toute cette propagande civilisatrice qui tend à essayer de nous faire croire qu'il y a une volonté d'égalité entre les Français de la métropole, j'ai horreur d'employer ce terme-là, surtout en tant que délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, lorsqu'on parle des Antilles, de la Réunion, du Pacifique et tout cela, et de l'Hexagone. Certains emploient encore le terme de métropole. En tout cas, pour le coup, je l'emploie à dessein. À l'époque, c'était effectivement les colonies et la métropole. Et on a bien entendu et compris que toute cette propagande n'était là que pour que la population française de l'Hexagone adhère à la politique coloniale de la France, sans connaître les réalités de la colonisation. Les réalités de la colonisation, ce sont les travaux forcés, enfin Albert Londres, André Gide ont tous décrit cela, et pas seulement. C'est la violence de la colonisation, c'est la violence de la soumission. On a entendu à un moment donné aussi dans le film, un soldat dire « mais moi je ne voulais pas, mais j'ai été obligé ». On sait bien qu'il n'y avait pas les uns et les autres ne partaient pas à la guerre parce qu'ils voulaient simplement défendre la mère patrie. Ils partaient parce qu'ils y étaient obligés. Lorsque Blaise Ndiaye parle justement de ce sang qui sera versé et qui permettra d'obtenir l'égalité, on voit bien que ces descendants, on les appelait plus tout d'ailleurs tirailleurs sénégalais, mais ils vont jusqu'à se battre, jusqu'à la guerre d'Algérie, contre des peuples qui eux aussi demandent l'émancipation, demandent la liberté. Ils se battent auparavant à Dien Bien Phu, dans cette cuvette de Dien Bien Phu. Ils sont massacrés avec les autres. On voit bien, là encore, et moi ce sont des questions que je me pose et que j'aimerais poser aux historiens, c'est quelle était à la fois la psychologie peut-être de ces hommes qui sont allés combattre, comment ont-ils vécu cela? On dit qu'il n'y a pas eu de mutinerie, mais n'y avait-il pas peut-être aussi chez certains la volonté de se dire mais que faisons-nous? Pour qui nous battons-nous finalement? Puisque nous nous battons contre des peuples qui, sur le même continent que nous ou en Asie, souhaitent la liberté et c'est ce que l'on nous a promis. Je voudrais juste en terminer par... si en 1900, être français, c'était, quoi qu'on en dise, c'était être blanc et catholique, même mes frères juifs, on les appelait les Israélites. En 2011, évidemment, être français, pour être français, il n'y a plus de couleur de peau ni de religion. Et lorsque l'on a vu tout cela,
lorsque l'on est conscient de tout cela, lorsqu'on est conscient de l'apport des uns et des autres, je me dis, mais que s'est-il passé? Y avait-il finalement de la sincérité dans le cœur de ces hommes, pour le coup les femmes étaient exclues, de ces hommes qui ont envoyé tant d'hommes des colonies à la guerre, ayant promis à tous ces hommes et à leur population la liberté, l'égalité et quelque part la fraternité, même en étant dehors du giron français. Que s'est-il passé? Et c'est vrai que cette histoire-là nous interroge sur notre présent. Et si on n'avance pas avec un rétroviseur, on ne peut pas aussi apporter des solutions face aux discriminations subies par les uns et les autres. Et j'en aurais terminé. Les discriminations subies par les Français noirs, d'origine maghrébine, arabe, asiatique, on ne peut les comprendre si on ne regarde pas cette histoire-là et si on n'analyse pas ces épisodes de l'histoire de notre pays et de l'Afrique également. Merci. Alors, je pense qu'on a fait la part du quoi. Donc la définition, je pense qu'à cette heure-ci, elle est bien circonscrite. On va peut-être passer au pourquoi. Et la question est posée par toi, merci. Que s'est-il passé? Et cette question a été adressée aux historiens. Donc je me tourne vers un historien, en l'occurrence Alain Seixuard. Merci. Alors, je ne sais pas si je pourrais aussi bien que Daniel Lefebvre, notre historien ici présent, répondre à cette question. Moi, je voudrais, à la suite de Fodé Silla, que je suis particulièrement heureux de retrouver aujourd'hui, et à la suite de ce qu'ont dit plusieurs autres intervenants, souligner l'importance d'une initiative comme celle qui nous réunit aujourd'hui. C'est une initiative qui ne peut que réjouir le membre de la rédaction de la revue Hommes et Migrations, que je suis, et tous les membres de cette revue, qui a publié un dossier spécial intitulé « Soldats de France » en novembre-décembre 2008, un dossier que nous avons présenté d'ailleurs à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, présentation au cours de laquelle nous avons d'ailleurs projeté le film également, le beau film que nous avons vu tout à l'heure. Ça, c'était en 2008. Pour la petite histoire, d'ailleurs, ce numéro, qui s'intitule donc « Soldats de France », qui fait une part importante à la participation des tirailleurs sénégalais, malgaches, notamment à la Deuxième Guerre mondiale, à travers notamment un article du colonel Maurice Rive. Je ne sais pas s'il est présent parmi nous, peut-être pas. Non, il s'est excusé, vous savez, il a 90 ans. Oui, donc, je sais bien qu'il est très âgé, bien sûr. Ça fait 5 ans qu'il nous suit, mais cette année, il n'a pas pu. Voilà, il nous a fait un très bel article dans ce numéro. Mais il s'ouvre également, ce numéro, sur le portrait de Lazare Ponticelli, qui fut le dernier poilu encore en vie. Donc il s'est éteint il y a maintenant 3 ans, je crois. Lazare Ponticelli, qui est arrivé à 6 ans de son Italie natale, 6-7 ans, en France, ne parlant pas français, avec des chaussures trouées. Il nous racontait cette histoire. Et nous avions fêté peu de temps auparavant son 110e anniversaire à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, entouré de ses enfants, petits-enfants, arrière- et arrière-petits-enfants. Et c'est même la famille Ponticelli, parce que ce petit garçon arrivé à 6-7 ans avec des chaussures trouées en France et qui devait faire la guerre de 14-18 avec son frère d'ailleurs, eh bien, après la guerre, a construit une entreprise qui a prospéré. Et l'entreprise Ponticelli avait cofinancé ce numéro. Je tenais à le dire, Soldats de France. Mais bien avant cela, il y a 20 ans, en 1991, notre revue, Hommes et Migrations, avait déjà publié un numéro qui s'intitulait alors « Aux soldats méconnus, étrangers, immigrés, colonisés, au service de la France ». Et dans notre esprit, nous entendions alors réparer une absence dans la mémoire collective française. C'était le mot de Geneviève Armand-Dreyfus, une historienne qui participait à ce dossier. Et à la suite
de ce dossier, qui a été, je dois le dire, assez bien diffusé, ce qui n'est pas tout à fait le cas du dernier. Vous pourrez trouver à l'entrée des dépliants présentant ce numéro, puisqu'ici, nous ne pouvons pas vendre des numéros, des livres. Hein. Il y a 20 ans, il s'était bien diffusé. À la suite de ce dossier, plusieurs initiatives avaient été prises, plusieurs publications, en particulier en direction du milieu scolaire, du CNDP, du Centre national de documentation pédagogique, un dossier extrêmement intéressant où il est question notamment d'Adiba. Tout à l'heure, nous avons été accueillis par une chanson sur Adiba, ce soldat d'origine guinéenne qui a sa rue dans la ville de Langeais, en Indre-et-Loire, où il a vécu. Adiba, un héros de la résistance dans les Vosges. Et d'autres initiatives ont eu lieu, comme celle qui s'est intitulée « Composition française », qui était sous-titrée « Les apports étrangers dans le patrimoine français ». Je le dis parce que aujourd'hui, contrairement à ce que nous disions il y a 20 ans, on ne peut plus parler d'occultation de ce qui s'est fait pendant cette période, de la part prise par les tirailleurs sénégalais au combat pour la libération de la France, etc. Excusez-moi, on ne peut plus parler d'occultation. Je reste un tout petit peu sur ma faim quant à ma question, néanmoins. Que s'est-il passé? Non, j'entends bien. Moi, je vous dis, j'ai commencé par dire que je pense que c'est une question qui s'adresse surtout à l'historien. Hein, j'ai commencé par répondre ça. Donc moi, je veux vous dire qu'il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises, qui concernent aussi, et j'en suis très heureux aujourd'hui encore, des élèves de collège, de lycée, d'écoles élémentaires, dans le 20e arrondissement. Georges Paul-Angevin connaît bien cet arrondissement. Il y a des écoles et des collèges qui ont réalisé de très beaux travaux sur la participation des étrangers à la résistance, avec des sculptures, avec des peintures, avec des textes. Chaque année, d'ailleurs, dans le 20e arrondissement, on honore la mémoire du groupe Manouchian, parce que nous avons la rue du groupe Manouchian dans le 20e arrondissement, et la municipalité de toujours participe à cette... depuis l'initiative qui a été prise il y a une dizaine d'années, participe chaque année à cela. Donc je veux le dire parce que ce sont des écoles voisines du collège Paul-Éluard de Montreuil, dans le 20e arrondissement, qui ont fait ce travail, qui ont abouti, on l'ignore encore quelquefois ici, à l'érection, ça s'appelle comme ça, d'une sculpture monumentale à Besançon, en hommage aux étrangers et aux troupes coloniales dans les deux guerres, qui avait été inaugurée en 1993, en septembre 1993, par le président François Mitterrand. Et depuis, chaque année, à Besançon, notamment autour du musée de la Résistance, un certain nombre d'initiatives également sont prises. Voilà, je voulais simplement dire qu'il y a du chemin qui a été parcouru. On ne peut plus parler d'occultation, mais évidemment, nous devons continuer à honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour la France. Tout à fait, merci. Avant l'intervention de Daniel Lefebvre, je te demande effectivement de... Très rapidement, parce que c'est vrai, quand on parle comme ça, par moments, on commet aussi des anachronismes. Et donc, c'est vrai que, je suis passé de cette période-là et j'ai parlé d'actualité parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui nous choquent, mais en même temps, prenons garde lorsqu'on aborde ces questions-là, notamment celui du tirailleur, à bien mesurer toutes les facettes, parce que moi, j'ai aussi... une formation d'historien, donc si je mets un peu de côté ma casquette militante, force est de reconnaître que, par exemple, la façon dont les tirailleurs ont été traités pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas exactement de la même nature. Bon, et qu'effectivement, il y a une adhésion aussi d'une partie des Africains, au-delà des tirailleurs, contre, par exemple, la bataille contre l'idéologie nazie, pour les libertés, d'adhésion aux valeurs républicaines, illustrées par Félix Eboué, qui d'ailleurs, un des premiers, gouverneur quand même de l'AOF, appelle à rejoindre ce général alors inconnu à Londres, hein, parce que c'était vraiment un général inconnu, et le premier qui appelle à rejoindre De Gaulle. Bon, alors effectivement, si on ne prend pas toutes ces dimensions-là, on risque de faire des anachronismes. De la même façon, je disais tout à l'heure, par exemple, l'image Banania. Vous comprenez bien, alors avant c'était, je crois, une belle antillaise qui représentait Banania. Il a été remplacé après par cet Africain, bon, un peu niais, un peu béné, mais l'image était forcément bonne au début.
parce qu'on ne peut pas vendre de toutes les façons du chocolat à des enfants si l'image est répulsive. Ce n'est qu'après qu'effectivement, en 1939, sous la poussée des nationalistes, etc., que ça commence à prendre autre chose. Et enfin, je crois savoir, mais j'aimerais passer la parole à Daniel là-dessus, puisqu'on parle aussi d'histoire, dans ton intervention qui était très bien, je pense que juste il faudrait nous aider, parce que moi-même, par moments, je fais des confusions. Je pense, mais Daniel Lefebvre va nous en parler, mais je pense que souvent, on pense que c'est la conférence de Berlin qui a commencé le partage, mais je pense qu'en réalité, c'est au départ de Bismarck mais évidemment, que ça s'est fait. Évidemment. Voilà. Mais là, et que ça va jusqu'à Fashoda. Mais donc, c'est une période un peu compliquée, mais je pense que c'est bien qu'on nous le retrace. Elle commence parce que plutôt, même la moi, colonisation. souvent, je dis, bon, c'était là à Berlin, or c'était quand même... non, mais elle commence plus tôt. Elle commence plus tôt, voilà. Bah, sinon, Federer n'aurait pas pu... Elle continue jusqu'à Fashoda. Et enfin, toujours dans ces anachronismes, je terminerai par une chose, je pense que si ces tirailleurs étaient des hommes soumis, traités par moments, d'ailleurs dans le film ils disent Chérakanon ou pas Chérakanon, bon, des choses un peu caricaturales, on est obligé de reconnaître qu'en même temps, ça a aussi libéré une partie de ces hommes-là, parce que quand on se bat pour la liberté, et quand on se bat contre des formes d'obscurantisme et de nazisme, forcément on se bat aussi pour sa liberté. Toute la question étant de savoir si c'était voulu ou subi. C'est les deux. C'est les deux. La France opprime et libère. Oui. Et il faut bien comprendre, on parlait de la mentalité de ces combattants. Il faut bien comprendre que l'armée instaurait un ordre beaucoup plus égalitaire à l'égard de ces soldats coloniaux que la situation qu'ils connaissaient dans les propres